but not the last. On termine cette deuxième journée au Carrefour international du bois pour traiter d'un sujet inspirant, le rapport entre le bois, le matériau bois et l'agencement. Pour en parler avec nous, nos invités, merci messieurs d'être présents. Donc tout d'abord Xavier, vous êtes président de l'association ProA. Vous allez nous en dire quelques mots dans quelques minutes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tristan, vous êtes chef d'entreprise, on peut le dire ainsi. Exactement, bonjour. Ouais, donc le nom de l'entreprise c'est Couterel, c'est ça? Coutarel. Coutarel Agencement. Bien sûr, merci et bienvenue. Et puis enfin Denis. Denis, vous avez un parcours riche, donc vous allez nous le partager dans quelques minutes. Et vous êtes aujourd'hui indépendant, c'est bien ça, consultant, indépendant? Oui, je suis prestataire de service. Bonjour, je suis prestataire de service intellectuel pour accompagner les entreprises d'agencement et je suis membre ProA associé aussi également. Parfait. Eh bien, nous allons nous allons commencer par présenter du coup ProA. Je vous laisse la parole là-dessus, Xavier, s'il vous plaît. Donc, merci. Donc, oui, Xavier Champ. Donc, moi, je dirige au quotidien une société qui s'appelle Siam Agencement, qui est basée à Saint-Malo, une trentaine de salariés. Et j'ai la particularité de co-diriger avec mes 3 frères un groupe familial qui s'appelle Abéris et qui est basé essentiellement en Bretagne et sur Paris et également sur Saint-Nazaire, avec 3 activités principales dans l'agencement. Et donc 180 salariés à peu près au global sur ce groupe, à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre la présidence de l'association ProA et du syndicat professionnel de la Chambre française de l'agencement, qui regroupe aujourd'hui 80 adhérents répartis sur toute la France. Une grosse majorité quand même sur la Bretagne et la région Rhône-Alpes. Mais sinon, voilà, un petit peu partout en France. Une vingtaine de membres associés, dont Denis, voilà, qui nous accompagne dans le développement de cette association, qui a un rôle en fait de fédérateur des agenceurs en France, voilà, avec beaucoup de particularités dans notre métier, parce qu'il y a 80 membres, mais il n'y en a pas 80 qui font la même chose. Voilà. Tout à fait. Et donc, vous me disiez, on a préparé cette table ronde. Du coup, je découvrais ProA, donc satellite de la Fédération française du bâtiment également. Oui, un membre, enfin une association satellite de la FFB, Fédération française du bâtiment, voilà, avec qui on doit travailler, mais voilà, là on est sur un lobbying lié à notre métier de base qui est le bâtiment. Oui. Mais aujourd'hui on a une très grande variété dans nos adhérents qui viennent parfois de l'ameublement, du bâtiment ou parfois de la sous-traitance. Et c'est ça qui fait la richesse de notre syndicat aujourd'hui. Oui. Merci. Tristan va vous laisser la parole pour vous présenter peut-être. Oui, bah écoutez, donc Tristan Debris, je dirige l'entreprise Agencement Coutarel. Donc c'est également une PME, membre de ProA, une vingtaine de salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on est fabricants. C'est vraiment le cœur de notre métier. On va fabriquer pour d'autres agenceurs en sous-traitance ou pour des bureaux d'études qui n'ont pas d'atelier propre. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et pour ça, on a une organisation industrielle qui nous permet aussi d'avoir un rapport qualité-prix compétitif en fonction du projet. Et donc on va pouvoir évidemment travailler sur des projets moyens haut de gamme, mais on va être aussi capable de travailler dans du retail, dans des premiers segments, et donc d'avoir une solution française compétitive vis-à-vis de la concurrence étrangère. Merci. Denis, enfin. Donc Denis Rousseau, Cap Chiffrage. Donc moi je suis prestataire de service, prestation intellectuelle. Je suis un intervenant qui vient accompagner les services d'études de prix au sein des entreprises d'agencement. Je suis un renfort ponctuel sur des moments techniques ou de surcharge d'activité. Donc voilà, je les accompagne pour élaborer avec eux la mise au point technique, la recherche de matériaux et le chiffrage des opérations. Les 80 adhérents ProA, ils sont situés donc sur l'ensemble du territoire. On est majoritairement sur des petites et moyennes entreprises? Oui, majoritairement sur des petites et moyennes entreprises. Je pense qu'on a un groupe constitué au sein de nos adhérents qui doit faire à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est un ensemble de PME. Et sinon, voilà, ça part de l'entreprise qui fait jusqu'à 1 million d'euros jusqu'à 50-70 millions d'euros.
mais beaucoup de PME, même dans les groupes constitués. Oui. Les marchés sur lesquels, du coup, vous évoluez, vous exercez, comme en parlait il y a quelques secondes Tristan? C'est très très varié, comme je vous disais, on n'est pas deux à faire la même chose, mais effectivement, on s'adresse aussi bien aux professionnels, qui vont être les hôtels, les restaurants, les bureaux, les salles de spectacle, les administrations privées, publiques, et également le résidentiel, où on fait beaucoup des appartements, des belles villas. On se situe plutôt dans le haut de gamme, mais pas que. On a aussi de la fabrication qui aujourd'hui est très concurrencée par nos voisins européens, et on cherche à garder cette fabrication en France. Mais sinon, nos adhérents, en général, comment dire, il faut qu'ils aient un bureau d'études. Oui. Voilà. En fait, c'est un peu une spécificité. Hein. J'ai pu le voir et en discuter tout à l'heure. Les bureaux d'études sont majoritairement intégrés, c'est ça, au sein des quasiment tous intégrés, voire tous intégrés. Beaucoup de nos adhérents ont aussi des ateliers de fabrication. Et après, on intervient sur chantier pour le compte de nos clients. Donc, on a nos propres poseurs en général. Voilà. Mais encore une fois, il n'y en a pas deux qui sont organisés de la même façon. Bien sûr. Et on a des gens comme Tristan qui vont essentiellement être en fabrication. Mais il y a quand même un côté bureau d'études, il y a quand même une recherche de solutions techniques, parce qu'on ne fait que du sur-mesure. Oui, alors ça c'est un point important, du coup je me retourne vers Tristan. La personnalisation, c'est vraiment un des atouts majeurs, une des forces aujourd'hui de l'agencement en France, de pouvoir pratiquement tout faire, pour ne pas dire tout faire. Oui, alors c'est vraiment l'atout numéro un, hein. Ça, c'est clair que c'est vraiment l'élément de différenciation. Et c'est aussi proposer une solution qui soit adaptée aux besoins et qui soit fonctionnelle. Et les gens n'ont pas forcément, on parlait tout à l'heure en préparant des architectes, mais on peut avoir un concept, on peut avoir un souhait, on aura toujours besoin de le transformer en quelque chose qui soit réalisable. Et ça, c'est le travail de nos bureaux d'études, c'est notre travail aussi à la fabrication. Donc, atout numéro 1, ce sur-mesure, et l'atout numéro 2, c'est de produire une solution qui soit la plus fidèle possible au concept. Denis, est-ce que vous observez du coup un attrait grandissant pour le bois, même si à mon avis c'est un matériau que vous avez toujours travaillé, qui a toujours fait partie de votre palette de matériaux utilisés? Oui, le bois est toujours resté et toujours présent dans les chantiers, hein. C'est la matière première de nos activités, c'est là d'où on vient. Donc même si on a le bois massif, les panneaux transformés, et nos métiers sont quand même multimatériaux. C'est toujours un matériau prépondérant qui est toujours important dans la traduction architecturale des projets. Alors le bois, il fait attention, c'est important. Donc il y a souvent un travail sur les projets de sourcing, de traçabilité pour voir d'où viennent les bois. Ça, c'est quelque chose qui remonte souvent dans les dossiers. Oui. Sûr. Proa, c'est un réseau collaboratif, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais il y a une vraie force de travail mutualisé, complémentaire et de partage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on l'appelle le collectif des agenceurs aujourd'hui. Oui. C'est parfois un fonctionnement un peu club, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'entraide entre nous. Et nos adhérents, l'idée, c'est vraiment qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent travailler ensemble. On a une bourse du travail qu'on a mis en place qui permet, quand on a un peu moins de boulot, d'aller voir si des confrères n'ont pas trop de travail et ne peuvent pas nous en sous-traiter. Donc il y a un vrai désir d'échange et d'apprendre ensemble et de défendre la profession ensemble, parce qu'elle est parfois mal connue. On est un lot où on y met parfois beaucoup de choses, et ce que les autres ne veulent pas. Donc on parle de multimatériaux, mais on parle parfois d'ouvrages parfois très compliqués à gérer, avec une intégration sur le chantier, beaucoup de synthèse architecturale. On est parmi les seuls à faire des plans sur le chantier, en tout cas dans le second œuvre. Et en tout cas, nos plans doivent intégrer les contraintes des autres corps d'État, que ce soit le plombier, l'électricien et d'autres corps d'État. Nos plans doivent intégrer ces contraintes-là. Donc, on est souvent en synthèse, et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours possibilité de vendre au prix auquel ça devrait être vendu. Oui. Je vous vois, Tristan, hocher et acquiescer les propos de Xavier. Vous fabriquez, vous posez donc directement sur chantier. Vous venez vous encapsuler, vous clipser à une réalisation existante. Comment ça se vit ça au quotidien avec d'autres corps de métier, comme on le disait
Alors, c'est souvent une bataille quand même. Comme le disait Xavier, on arrive en dernier. Donc, numéro 1, il faut prendre sa place. Et très tôt dans les projets, il faut aussi avoir la capacité à affirmer et à donner aussi les enjeux des ouvrages qu'on va poser. Et puis, numéro 2, il faut être assez souple et assez tolérant parce qu'on va récupérer toutes les bricoles qui n'ont pas forcément été gérées auparavant. Donc, c'est beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptation. Avec pour les équipes un vrai enjeu de bien comprendre que notre mission, nous, elle est terminée quand l'ouvrage est installé. Et que l'ouvrage, il peut être très bien fabriqué, il peut être vraiment absolument fait parfait, conforme au plan. S'il est mal installé, le rendu pour le client final n'a aucune valeur. Et c'est là, c'est tout l'enjeu. Et c'est vrai que c'est, pour revenir sur ce que disait Xavier sur le collectif, c'est là où ce mot-là va peser, parce qu'on a pris tous conscience qu'on sera plus fort ensemble pour avoir ce poids-là vis-à-vis des autres professions, pour qu'on soit pris avec le sérieux nécessaire dont on a besoin pour faire vivre nos ouvrages. Le matériau bois en agencement, il est visible et invisible. Du coup, comment vous percevez la présence du matériau? D'ailleurs, c'est une question qui peut s'ouvrir à tous les trois. Est-ce qu'on a pu observer, on a pu partager sur d'autres tables rondes je dirais le recours de plus en plus présent des matériaux dits singuliers, avec des matériaux aujourd'hui qui ont du caractère, un bois qui a du caractère. Donc on accepte la maîtrise d'œuvre, entre autres, accepte plus volontiers les bois avec un peu plus de nœuds, des bois qui sont piqués, des bois dits de crise, ou enfin des bois, je dirais, aujourd'hui issus du changement de la forêt, du changement climatique est disponible. Ça, vous l'observez également, ou on est plus sur une standardisation ou une volonté un petit peu de matériaux uniformes? Non, nos métiers, on n'a rien de standard. Tout est unique et tout est particulier. C'est l'inverse. Voilà, c'est complètement tout l'inverse. Ouais. Alors, tous les matériaux atypiques, comme vous voyez avec de la singularité, on va être vraiment sur la partie visible, décoratif, où là, on a une traduction du trait architectural ou de l'idée architecturale. Et l'agenceur va être là et moi je vais les accompagner pour traduire dans la production et dans le choix des matériaux l'idée de l'architecte. Mais il ne faut pas oublier aussi toute la partie bois caché que vous avez cité, qui est structurelle, où là il y a un peu plus de travail sur le type de bois, la densité, et aussi sur la reconversion et la ressource de bois, parce que là on va pouvoir travailler avec des bois qui sont en lamellé-collé ou en LCA, contre-collé, etc. Donc qui permettra de regrouper des bois qui ont des défauts qu'on ne pourra pas mettre en partie visible, qu'on va mettre en cachet. Mais on va faire par contre un peu plus attention sur la qualité structurelle et intrinsèque du matériau, parce que sur certaines choses, on ne peut pas mettre n'importe quelle essence de bois à cause du réglementation feu, de réglementation structurelle du bâtiment, des DTU, quoi. On a pu également, dans les tables rondes se suivent, et puis les interventions sont tous aussi riches et complémentaires du coup les unes que les autres, de l'importance aussi de retrouver du sens au travail. On évoquait tout à l'heure la complémentarité forte entre le manuel et l'intellectuel sur un métier comme celui d'agenceur. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors moi, quand je fais visiter mon entreprise, je dis souvent on fait de l'artisanat avec des moyens industriels. Parce que nos ateliers, ils ont besoin d'être bien équipés pour être productifs, pour être compétitifs. Mais nos ressources, les ressources humaines, les salariés qui sont chez nous, que ce soit en bureau d'études, en atelier ou en pause, ils ont un vrai savoir-faire. Beaucoup sont des compagnons, parfois des compagnons de devoir, ou en tout cas des salariés toujours très bien formés, qu'on continue à former au quotidien. On a une chance incroyable, c'est que notre métier, il attire du monde, parce que, il y a du sens, parce qu'on a un vrai travail avec quelque chose qui se voit concrètement, et deux, on travaille sur des projets qui sont exceptionnels. Aujourd'hui, dans nos adhérents, moi dans le groupe, on travaille sur le projet Orient Express, que ce soit le train ou les bateaux, les paquebots à Saint-Nazaire. Vous allez travailler sur les aéroports, vous allez travailler sur on fait même des sous-marins, vous voyez, à Cherbourg. Et sinon, parmi nos adhérents, on va faire un chalet incroyable à Courchevel, on va faire un appartement de prestige à Monaco ou à Abu Dhabi, des hôtels de luxe. On parle des palaces, ils sont tous faits par des adhérents de chez nous.
les hôtels 5 étoiles, les 4 étoiles, tout ça, c'est fait dans nos entreprises. Et donc, les jeunes, quand ils voient ça, et nos salariés, même plus âgés, ils sont fiers de ce qu'on fait. Et on a une vraie fierté de ce qu'on réalise dans nos ateliers. Mais pour ça, il faut beaucoup de compétences, parce que vous travaillez dans le haut de gamme, dans le luxe, il y a beaucoup d'exigences de nos clients. Nos clients ont un certain niveau et attendent de nous aussi d'avoir un bon niveau de technique, de compréhension, de savoir-faire et de savoir-être. Et le savoir-être est aussi important que le savoir-faire aujourd'hui chez nous. On est en direct client, Tristan disait, on est les derniers sur le chantier, on est souvent parmi les derniers arrivés, mais on est les derniers à partir, ça c'est sûr. Et le client, ce qu'il voit, c'est ce qui a été fait par nous en général. Il voit aussi les travaux de peinture et d'autres corps d'état, mais il y a beaucoup de corps d'état où on ne voit pas ce qui est on voit pas la finalisation. Nous, on est jugé sur ce qu'on finalise, quoi. Oui. Et donc cette formation, vous pouvez m'en parler un petit peu, l'un de vous trois peut-être, sur comment ça se met en musique en fait aujourd'hui. La formation, c'est un spectre large, comme disait Xavier, c'est des hommes, des femmes de métier qui ont appris aussi à transformer cet matériau qui a plein de technicité d'assemblage et de montage. Alors on a ces spécificités avec des formations de terrain dans nos ateliers, et aussi on a des formations plus techniques pour partir sur les accompagnements de la mise en œuvre de ces matériaux, quoi. Donc voilà. Ce que Denis ne dit pas, c'est qu'il donne des cours aujourd'hui en licence professionnelle chargée d'affaires en agencement, justement de chiffrage, d'appréhension des projets. Et en fait, nos adhérents, pour majorité d'entre eux, sont impliqués dans les centres de formation qui sont auprès d'eux, que ce soit des BTS, des CAP, des bacs pro, des brevets professionnels ou des licences, et des licences qu'on a créées, notamment grâce à la Chambre française d'agencement, par l'implication de nos adhérents, pour justement mener nos jeunes et nos recrutements avec encore plus de qualité. Et j'en ai bénéficié parce que je viens de l'atelier et je suis monté au bureau d'études. C'est génial, c'est un cercle vertueux en fin de compte. Et puis je pense que pour un jeune en apprentissage, c'est assez formateur et en même temps, je dirais, ça permet de se projeter en fait dans le métier qu'il va exercer dans quelques temps suite à sa formation, de pouvoir être en contact avec un professionnel qui forme en fait et qui le forme. Ça permet de se projeter, et en fait le métier est quand même assez ouvert avec des tremplins importants, et on peut partir fin de troisième d'un CAP et puis de finir chef d'entreprise d'une grosse structure ou chargé d'affaires avec des grosses opérations. On a un métier qui permet, avec des parcours de formation qui sont supportés ou accompagnés par la PROA, de pouvoir former des gens qui ne pensent pas être en capacité de gérer des prestations supérieure, et en fait d'y accéder tout à fait sur un temps, sur un cycle un peu long, sur un parcours particulier. Oui. Alors j'ai appris aussi, j'apprends plein de choses depuis que je suis là, que le métier d'agenceur, c'était aussi un métier qui nécessitait un investissement important. Du coup, pour pouvoir évoluer, exercer, et que cet investissement, il se matérialisait aussi par la facturation de toute cette partie, alors je ne sais pas si on peut l'appeler études, menée souvent en interne par le bureau d'études, et qui est encore mal compris, mal perçu aussi souvent par le client. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Tristan ? Oui, alors tout à fait. Donc, je pense que ce que Xavier disait tout à l'heure, que c'est un métier d'artisanat fait avec des moyens industriels, ça s'applique aux machines, bien sûr, et ça s'applique aussi au bureau d'études. C'est-à-dire que on est le seul métier avec du second œuvre avec le bureau d'études intégré, et on a l'exigence absolument d'avoir un bureau d'études qui soit au niveau de ce qui est attendu et des ouvrages qu'on va produire. Une des difficultés qu'on a, c'est que les corporations considèrent que ça fait partie du prix standard, et puis avançons comme ça. Et un des enjeux qu'a le collectif, c'est d'arriver à mettre ça en avant en disant qu'effectivement, c'est une part non négligeable de nos coûts. Sur un chantier, en moyenne, ça va représenter aux alentours de 10%. Ça peut être un peu plus sur des projets complexes, comme l'évoquait tout à l'heure Xavier. Mais je pense que c'est aussi à nous de ne pas être frileux là-dessus. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été un peu frileux, on n'a pas osé porter sur nos épaules cette responsabilité-là, alors qu'on avait toute légitimité pour le faire.
Donc oui, c'est une prestation de service qu'on fait, très clairement, dont on a besoin, mais notre client en a besoin aussi. Elle représente un coût et c'est donc normal qu'on puisse la facturer. Oui, bien sûr. On rappellera jamais assez l'importance aussi de faire appel à des professionnels français et l'importance du Made in France aujourd'hui pour soutenir les industriels, les entreprises. On parle beaucoup de réindustrialisation de la France, la nécessité aujourd'hui de travailler en circuit court. Est-ce que ce sont des messages que vous portez également au quotidien ? En fait, la finalité de nos dossiers, elle n'est pas délocalisable. En fait, on est sur des projets à l'international, mais essentiellement en France. Et en fait, on a la chance d'avoir un savoir-faire français dans nos métiers de l'agencement qui se rapproche très souvent de l'ébénisterie. Oui. Encore une fois, on évoquait le bois, mais on utilise tout type de bois. Ça va du massif aux essences fines et aux panneaux contreplaqués, mélaminés, stratifiés. Donc, on utilise vraiment toute la panoplie et il ne faut pas qu'on le perde, ce savoir-faire. Bien sûr. Alors, c'est vrai que ça attire les jeunes, mais les jeunes qui restent chez nous, c'est des jeunes qui sont bien formés et ça passe aussi par de la formation interne. Et on a un vrai travail à faire là-dessus. Et c'est vrai qu'en étant en collectif, on se pose des bonnes questions. On réfléchit à, pourquoi pas, demain, à la création d'un Bac+5 dans l'agencement. Parce qu'aujourd'hui, les exigences de nos clients sont élevées, augmentent. Et donc, on doit suivre. Oui, bien sûr. Ouais. La formation, c'est un enjeu crucial, en fait, l'humain. Au cœur de ces métiers-là. En fait, on a évoqué un bref délai, le remplacement de l'homme et de la femme par l'IA ou par la technologie. On se rend bien compte que dans des métiers comme celui d'agenceur, c'est difficilement imaginable. L'IA, on peut ne pas l'écarter, c'est quelque chose qui arrive, qui est devant nous. Il faut juste réussir à comprendre ce qu'est son utilité et ce qu'il peut amener comme accompagnement dans notre process. Mais l'IA n'ira jamais nous remplacer sur l'analyse de l'accompagnement et de l'analyse du trait architectural, cette traduction, comment on va assembler tout ça. Là on n'y est pas du tout. On va trouver de l'IA, mais sur de l'accompagnement technique, opérationnel. Mais ça, c'est le savoir-faire de l'agenceur, c'est de l'accompagnement qu'on offre, comme disait Tristan, qu'il y a dans notre prestation au travers des études de l'accompagnement architectural, mais c'est la traduction d'une idée par la réalisation. Et c'est pas simple. Il y a ajouté quelque chose, Tristan. Oui, pour ajouter, on reste dans un métier qui est un métier manuel, et au cours des formations, il y a aussi l'apprentissage du geste. Donc il y a une part d'immatériel dans ce que porte l'agencement, et ça, évidemment, l'IA ne peut pas l'embarquer aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment codifié pour que ça le soit. Donc on va évidemment avoir un impact fort côté machine plutôt, et ce qui est pour nous, je pense, plutôt une chance. Ça va nous faire énormément progressé sur cet aspect-là. Après, sur la finalité et vraiment la mise en œuvre, on va rester à l'abri de ça pour l'instant. Et puis on a la partie chantier et elle, on n'y est pas encore. Voilà. On aimerait bien parce que on a des matériaux qui sont parfois lourds. Bien sûr. Et on pose ça dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Et c'est vrai que il faut qu'on fasse attention aussi à nos salariés pour continuer à les attirer dans nos métiers. Bien sûr. Alors, si on veut en savoir un peu plus sur le métier d'agenceur, sur Proa, on se dirige vers votre site internet, je pense. Vers le site internet ou simplement de regarder qui est adhérent près de chez soi, d'aller le voir, de le rencontrer, de l'appeler ou d'appeler notre délégué général Jean Damien qui est ici présent pour voir comment on adhère chez nous. Mais encore une fois, c'est beaucoup de valeurs communes. Et donc, c'est ça qui va être important dans le fait de devenir adhérent Proa. Et ensuite, effectivement, c'est d'accepter l'échange. Tous les ans, on a un moment important qui est le congrès annuel qui se passe chez un de nos adhérents et qui nous ouvre ses portes, qui nous ouvre son organisation, qui nous présente ses collaborateurs. Donc, il faut qu'on ait des règles du jeu qui soient assez claires et très honnêtes ensemble. Et donc, il faut que les adhérents les membres qui souhaiteraient, les entreprises qui souhaiteraient adhérer répondent à ces critères-là quand même. C'est le jeu, quoi, bien sûr. Il y a des valeurs, en fait, on le sent bien, de l'exigence, une passion pour le travail et pour le métier d'agenceur. Donc, et puis pour vraiment un métier exceptionnel avec des réalisations où il y a quand même souvent l'effet waouh, quoi.
Tout à fait. Un grand merci à tous les trois pour votre intervention. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée au Carrefour International du Bois. Merci. Merci.